Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cette séquence consacrée aux influenceurs dans le spectacle vivant. Alors, est-ce que le recours aux influenceurs est une piste pertinente pour renouveler son public ? À l'Observatoire des politiques culturelles, le sujet du renouvellement des publics des lieux culturels est une problématique bien identifiée. Comment faire pour assurer la relève de ce qu'on appelle Silver Lake et qui désigne une bonne partie du public du spectacle vivant, c'est-à-dire des personnes aux cheveux poivre et sel. Et si on ne veut pas que cela devienne un problème dans les années à venir et que les salles se vident, il va falloir se préoccuper du renouvellement des publics et de la façon dont on peut faire venir les jeunes générations dans les salles de spectacle. Mais comment leur donner envie ? Alors, si je m'appuie sur les travaux d'Aurélien Diacoane, qui est un sociologue, qui a beaucoup travaillé sur les pratiques culturelles des jeunes, le smartphone est le principal terminal culturel des jeunes générations. C'est-à-dire que les jeunes s'informent et consomment des biens culturels en grande partie via leur smartphone et sur les réseaux sociaux. Ils écoutent de la musique, ils regardent des vidéos en ligne, ils jouent aux jeux vidéo via leur téléphone portable. Et avec cet usage omniprésent du numérique, finalement, les jeunes brouillent les cadres traditionnels, la manière classique d'accéder à un bien culturel et de le consommer. Alors, comme le résume Vincent Guillon, directeur de l'OPC, les jeunes mettent au défi finalement les politiques culturelles, les équipements, les institutions, et par là même les acteurs du spectacle vivant, qui se voient contraints de coopérer avec ce qu'on pourrait appeler de nouveaux intermédiaires. Et je parle bien sûr de ceux qui nous préoccupent aujourd'hui, les influenceurs. Ces influenceurs s'affirment au détriment des institutions familiales, scolaires et culturelles. Ils sont devenus de puissants vecteurs de prescription et de partage auprès des jeunes. Mandy Liamas, qui est responsable du pôle études du Pass Culture. Alors pour faire vite, le Pass Culture, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif imaginé par le gouvernement français qui s'adresse aux jeunes de 15 à 18 ans. Et donc les jeunes ont accès à une plateforme numérique où vous avez des crédits que vous pouvez consommer de manière indépendante pour acheter des biens culturels. Et donc Mandy Liamas me disait lors d'une interview que les réseaux sociaux, via les influenceurs notamment, incitent en fait à la création de nouvelles pratiques culturelles. Ainsi, quand on interroge les utilisateurs du Pass Culture, une majorité déclare que les youtubeurs leur ont donné envie de s'intéresser à un thème qu'ils ne connaissaient pas. Pour donner un peu des chiffres, 52% disent avoir initié une pratique culturelle après en avoir entendu parler par un influenceur. 35% réservent un manga sur le Pass après en avoir entendu parler sur les réseaux sociaux. Alors j'ai envie de poser cette question un brin provocatrice. Est-ce que les influenceurs ne seraient pas de nouveaux médiateurs culturels ? Alors je me permets de développer une deuxième réflexion sur le sujet. D'autres domaines culturels que le spectacle vivant, les musées notamment, se sont emparés des réseaux sociaux et n'ont pas hésité à développer des stratégies assez poussées avec les influenceurs. On peut prendre pour exemple récemment le musée du Louvre qui a invité Léna Situation à faire une visite du musée, visite qui a été retransmise sur Twitch. Le château de Versailles a fait de même avec l'influenceur Squeezie. Et pour prendre un exemple un peu plus local, le musée Nauphinois n'hésite pas à inviter des Instagrammeurs pour valoriser ses expositions. Alors parfois ça va loin, peut-être même trop loin, la question reste ouverte. Certains musées n'hésitant pas à, Instagrammer leur exposition, à prévoir des espaces photogéniques et adaptés à des selfies. Alors si je reviens au domaine du spectacle vivant, force est de constater que celui-ci est un peu à la traîne de ce côté-là. Les stratégies des salles de spectacle sont plutôt encore timides sur les réseaux sociaux et les influenceurs ne sont pas légion. On peut se demander pourquoi. Est-ce à cause d'idées reçues, par méconnaissance, manque de formation, ou peut-être une incompatibilité entre le théâtre, qui est un art au temps long, et l'instantanéité des réseaux sociaux. Alors, pour nourrir la réflexion, donc, je vous propose d'écouter le témoignage de nos trois invités. Donc, Mélanie Guiton, qui travaille dans une agence de communication culturelle, Mathis Grosot, qui est influenceur dans le domaine du spectacle vivant, et Virginie Paillet, qui œuvre au service communication d'un théâtre. Alors, ce sont vraiment trois paroles complémentaires qui donnent à voir le sujet sous trois angles différents. Donc, je vais d'abord vous passer la parole, Mélanie,
Je vais vous présenter brièvement. Donc, vous êtes responsable de communication culturelle en charge du dispositif Influence Scène à l'agence Kiblos à Poitiers. Donc, c'est une agence spécialisée dans le rayonnement de la culture et du spectacle vivant. Et vous avez notamment travaillé dans une scène nationale. Alors, j'aimerais, Mélanie, que vous nous présentiez le dispositif Influence Scène et ce qui vous a conduit à mettre en place ce dispositif, ses objectifs et puis le bilan que vous en faites aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, le dispositif Influence Scène, je l'introduis juste, c'est un dispositif qui vise à faire émerger des créateurs de contenu culturel et spécialement dans le spectacle vivant, puisque c'est vraiment notre domaine de prédilection, sur les réseaux sociaux et donc des personnes qui débutent. Donc ça, voilà brièvement. Et du coup, comment c'est né, quand, etc. Effectivement, vous avez dit, j'ai travaillé dans une scène nationale, donc à Niort, à côté de Poitiers, hein, finalement. Je suis restée dans ma région. Et j'étais à cette époque-là médiatrice culturelle. Donc voilà, on parlait des liens, les influenceurs sont-ils de nouveaux médiateurs culturels? Bah, moi, les liens entre la médiation culturelle et la communication, je l'ai toujours fait. J'ai travaillé là-bas de 2015 à 2018. Je dis les dates parce que c'est important dans le fil historique de l'évolution de la communication numérique. Donc, quand je suis arrivée là-bas en septembre 2015, en fait, la scène nationale avait simplement un compte Facebook et un compte Twitter, mais n'était pas notamment sur Instagram. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible en 2015 d'être une institution sans être sur Instagram et notamment une institution qui est un lieu culturel public qui reçoit des subventions publiques, qui participe à la démocratisation culturelle. Et du coup, pour atteindre le maximum de personnes, puisqu'on parle toujours d'accessibilité, de la culture pour tous, à tous, et bien ne pas être sur un réseau où de plus en plus de monde est, ça me semblait quand même pas tout à fait normal. Mais quand j'ai fait l'analyse évidemment des scènes nationales pour parler de ce label-là, hein, mais après il y a plein de lieux de spectacle vivant. J'ai fait l'analyse de combien de lieux étaient sur Instagram et en fait à cette époque-là finalement il n'y avait qu'un seul tiers. Donc, on n'était pas si à la traîne que ça à Niort, mais dans le spectacle vivant, on était à la traîne. Comparé, vous le disiez au départ, au musée, par exemple, et ça, je l'avais très bien observé, effectivement, qu'ils étaient toujours en avance par rapport au spectacle vivant. Et donc, voilà, se fait l'idée de développer un compte Instagram. Ça s'est pas fait tout de suite dès la première année, ça s'est fait début 2017. Mais une fois qu'on a créé ça, bon, on a pensé la stratégie quand même avant, l'a créé, mais comment faire connaître le compte, ça a été une vraie question. Et du coup, j'ai cherché en l'occurrence des personnes qui créent du contenu sur Instagram sur le territoire. Et dans l'idée, voilà, de pouvoir les contacter, de dire ce compte existe et parlez-en, quoi. Et c'est là que j'ai découvert la communauté des Zigers, les Instagrammers, qui étaient à l'époque, il y en a encore aujourd'hui, mais c'est vrai que le mouvement est moindre comparé à l'essor que ça avait il y a quelques années sur Instagram, qui était vraiment spécialisé dans montrer de belles photographies, ce qui est moins le cas aujourd'hui, hein, ce qui est complètement moins le cas. Ça a basculé. Et du coup, j'ai découvert un groupe d'Igers de la ville et on a organisé un Instamit, donc c'est-à-dire une journée où on reçoit des Instagrammeurs et on leur organise. Moi, j'avais organisé une visite des coulisses du théâtre, vraiment privatisée. C'était un samedi, c'était fermé au public, donc ils ont pu aller partout, faire des photos de partout. Et on avait aussi un très chouette lieu, une résidence d'artistes vraiment sur un îlot de verdure et tout ça. Donc, j'avais aussi fait découvrir ce lieu-là, ce qui faisait de très belles photos. Donc, cet Instamit a contribué à faire connaître le compte, hein. L'objectif, pour le coup, a été rempli et à des personnes en plus qui ne fréquentaient pas forcément la salle ou ne la fréquentaient plus, parce que les Igers, voilà, c'est des passionnés de photos, mais pas forcément de spectacle vivant. Donc, ça a permis de, eux, leur remettre les pieds dans la salle, etc. Et donc, il y a eu cet Instamit, il y a eu ces Instagrammers, mais ça s'est un peu arrêté là parce que nous, on cherchait quand même des personnes passionnées de
de culture, de spectacle vivant qui allait pouvoir, sur du long terme, parler de la programmation du lieu. Et là, je me suis retrouvée face à un vide et j'ai cherché quand même en France, en fait, qui en parlait. À cette époque-là, il y avait Ronan Hinard qui était le gros youtubeur théâtre en France. Et puis quelques personnes, mais beaucoup à Paris, en fait, Paris ou très, très grosse ville et certainement pas à Niort. Donc bon, ça s'est un peu arrêté comme ça. Enfin, mes recherches se sont arrêtées là. Et puis, moi, je suis arrivée à Kiblos il y a 3 ans maintenant, en mai 2021. Et je discutais de tout ça avec la fondatrice de l'agence Kiblos, qui s'appelle Marion Ekal, qui elle-même, en fait, a travaillé en structure dans un centre chorégraphique national. Un peu après moi, du coup, c'était vers 2019, elle. Et elle aussi, en fait, a eu ces mêmes réflexions de vouloir faire venir des créateurs de contenu pour faire parler de la programmation tout au long de l'année et tout ça. Elle s'est retrouvée, elle aussi, face au vide. Elle a aussi quand même réussi à créer un Instamit avec les e-gers de la ville où elle était. Mais voilà, ça s'est arrêté là aussi, du point de vue vraiment pouvoir parler de ce sujet-là, être intéressé et revenir un peu toute l'année pour en parler. Et donc, à force de discussion, on s'est dit, si ça n'existe pas, à nous de faire en sorte que ça existe. Et donc, à force de brainstormer, est né le dispositif Influence Scène, qui concrètement, la première saison a eu lieu de septembre 2022 à juillet 2023, en partenariat avec 10 salles de spectacle vivants en France, dont donc le TNG, voilà, Virginie qui prendra la parole après. Et ça consiste en un programme, en fait, où on organise des visios, puisque les salles sont partout en France, hem, où on leur transmet des connaissances, alors des connaissances sur le milieu du spectacle vivant et aussi des compétences en communication numérique. Parce que comme je le disais, c'est vraiment des débutants. C'est pas quelqu'un qui a déjà, un compte sur les réseaux sociaux, qui, a l'expertise, en communication numérique, qui a déjà une communauté et cetera. Donc on part vraiment, voilà, de ce niveau débutant. Et puis, dans ces visios, on fait aussi intervenir, donc on en a fait intervenir 8 l'année dernière, 8 encore cette année. Donc des intervenants, créateurs de contenu culturel et ou, des professionnels du spectacle vivant. Et donc, cette année, on a notamment, fait intervenir, Mathis qui est ici présent. Donc ces visios-là sont hyper riches parce qu'on part vraiment d'une vraie expérience, d'un témoignage, réel, concret et puis ils nous donnent c'est hyper inspirant et en plus, il y a de vrais conseils pratiques et autant pour les jeunes participants que les structures qui participent au dispositif, puisque dans les structures, il y a des référents et les référents sont la plupart du temps des chargés de communication des salles. Autant on a vraiment pensé ce dispositif, mi-médiation, mi-communication. À chaque fois, on a contacté et les médiateurs, médiatrices culturelles et les chargés de communication. Mais c'est les chargés de communication qui s'emparent vraiment, de ce sujet, en fait et c'est pas peu de le dire. Je Mais vois que vous prenez le micro. non, c'est que vous me disiez, là, lors du premier échange qu'on a eu, que vous aviez quand même du mal aujourd'hui à mobiliser des équipements là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, donc voilà, je disais l'année dernière, 10 salles de spectacle et cette année seulement 2. Seulement 2 structures et puis en plus au-delà de mobiliser, les salles de spectacle, c'est que les salles de spectacle elles-mêmes ont du mal et nous aussi, hein, puisque c'est vraiment tripartite, à mobiliser les jeunes qui participent, tout au long de l'année, de septembre à juin. Je dis les jeunes parce que, c'est des personnes qui ont entre 15 et 30 ans, hein, pour donner voilà la fourchette d'âge. Et en fait, ces personnes-là, vont avoir en fait des vies, soit, quand on est au lycée, on est surchargé par le bac qui arrive, les devoirs en dehors, des heures de cours. Quand on est étudiant, en fait, à partir de mars-avril, pouf, il y a les stages, ou d'autres expériences comme ça où c'est la fin des cours, on change de ville. Et jeune adulte, voilà, il y a aussi, des rebondissements dans la vie qui peuvent être là. Donc c'est pas facile de mobiliser, ces jeunes-là et d'avoir un engagement, sur l'année. Alors peut-être qu'on peut regarder la vidéo qu'a tournée l'agence Kiblos et qui valorise 3 influenceurs, dont Mathis.
Et c'est parti pour un tour de 3 créateurs de contenu dans le spectacle vivant en Île-de-France. Mathis Grosso, 3615 Reco et Onesia. Mathis Grosso est créateur de contenu théâtre, auteur du podcast Dramatis, mais aussi journaliste. Entre critique, actu et humour, vous verrez le théâtre différemment. La chaîne 3615 Reco, c'est une créatrice de contenu dans le spectacle vivant. Ses publications ne manqueront pas de vous inspirer à aller voir notamment cabaret et théâtre immersif. Enfin, Onesia est un médiadance qui vous tiendra informé de l'actu du secteur et des pépites à ne pas manquer. Et vous suivez qui? Dites-nous en commentaire. Merci Mélanie pour ce témoignage. Donc ça nous permet de faire la transition avec Mathis. Donc Mathis, vous êtes journaliste et créateur de contenu, auteur-réalisateur du podcast de théâtre Dramatis. Vous avez été identifié comme le plus gros influenceur du spectacle vivant sur les réseaux sociaux et vous êtes présent sur TikTok et Instagram. Alors Mathis, est-ce que vous pouvez présenter votre activité sur les réseaux sociaux, l'approche éditoriale que vous défendez, votre communauté et les partenariats que vous développez? Bonjour tout le monde. Écoutez, moi je suis créateur de contenu par accident, peut-être, parce que le milieu du journalisme va mal. En fait, j'étais dans un média qui s'appelle donc Mademoiselle, qui est un média, féministe, dans lequel j'étais chargé des podcasts et donc j'ai lancé un podcast, théâtre qui s'appelle donc Dramatis parce que je m'appelle Mathis et que j'aime le drama. Et donc j'ai lancé ce podcast-là en novembre 2022 avec très vite cette espèce de limite qui est, en fait, quand on crée un podcast, ça suffit pas pour que les gens l'écoutent. Donc en fait, il faut en parler sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé à faire des vidéos comme ça pour, promouvoir un peu ce que je faisais, sachant que j'avais pas nécessairement un cadre de travail qui me permettait d'en parler, autant que ce que je voulais évidemment, parce que j'avais d'autres projets à faire. Et en fait, ça a pris de plus en plus de place et j'ai eu de plus en plus envie d'en parler et j'ai vu de plus en plus de spectacles parce que j'ai commencé à être invité à pas mal d'endroits. Et donc cette, casquette de journaliste critique que j'avais avec, Dramatis, j'ai pas voulu la perdre quand j'ai quitté, Mademoiselle. Donc ça, c'était l'été dernier et en fait, tout a un peu basculé et moi qui pensais partir en devenant simplement journaliste pigiste, c'est-à-dire journaliste indépendant, en fait, aujourd'hui, je cumule pas mal de casquettes, différentes, notamment une casquette de créateur de contenu qui est comme ça que, du coup, j'ai réussi à être identifié sur ce créneau théâtre. Alors voilà, on va mettre les choses en perspective. Plus gros influenceur, Théâtre France, c'est vraiment parce qu'on n'est pas très nombreux et qu'on est petit et que j'ai la chance d'être à Paris. Je suis qu'à 10 000 abonnés sur TikTok et à 6 700 sur, Instagram. Donc on parle pas de l'ENA situation, on n'en est pas encore là, mais on y travaille. Dramatis, peut-être pour décrire très vite ce projet, c'était un projet qui venait aussi par rapport à beaucoup de frustration, à la fois par rapport, à tout ce que je voyais au théâtre et que j'avais envie de partager avec des gens. Parce qu'en fait, tous mes potes, enfin personne n'allait au théâtre, ma famille ne va pas au théâtre, donc j'avais pas tellement de gens avec qui j'avais envie de partager, enfin avec qui je pouvais partager ça et justement beaucoup de gens avec qui j'avais envie de le faire. Donc il fallait trouver, voilà, des mots justes, un ton, qui me correspondait et qui en même temps était pas, trop léger non plus. C'est-à-dire que j'avais pas envie simplement de dire: «Ah, allez voir ce spectacle, c'est super», parce que bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Moi, ça m'intéressait de garder une grille, vraiment d'analyse, de la critique et de mélanger ça avec, mes convictions politiques, mon humour, donc je m'autorise totalement à faire des choses qui sortent un peu du cadre, purement journalistique et c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai été identifié, sur le créneau créateur de contenu. C'est que je m'autorise totalement dans des épisodes de Dramatis à faire de la parodie, à parler de sociologie parce que je considère qu'on ne peut pas, aller voir un spectacle sans avoir, une grille de lecture un peu politisée et quand on veut, détailler ou chiffrer ou sourcer, en tout cas une analyse politique, la sociologie, ça reste toujours un bon moyen de le faire. Donc voilà, je mélange plein de choses différentes là-dedans et ça donne des formats vidéo qui sont plus courts et qui sont plus a priori plus simples. Parce que du coup Dramatis, je vais vite là-dessus, mais ça se divise maintenant en 3 formats, c'est un truc qui a beaucoup évolué et donc depuis que je suis en indépendant, depuis la saison 2, ces 3 formats en gros sortent, 1 fois par mois. Il y a un format critique où je fais le bilan de tout ce que j'ai vu dans le mois, une partie qui s'appelle «L'heure du thé» dans laquelle je pose des grandes questions que personne ne se pose, du genre: «Est-ce que la mode c'est, du théâtre?» ou, «Est-ce que le festival d'Avignon c'est un truc de gros snob?» ou, le dernier en date: «Comment la droite détruit le théâtre public?» Voilà, donc je choisis des takes volontairement très radicales, dans mes titres et après, je nuance un petit peu dans l'analyse, ou pas, et dans la dernière partie, j'ai un truc qui s'appelle «La pièce rapportée» et qui fait le pont entre ce que je fais sur les réseaux sociaux et en podcast.
qui est en gros le concept, assez simple d'inviter quelqu'un à venir avec moi au théâtre. Donc la personne est la pièce rapportée et comme on en parle dans le podcast, c'est la pièce rapportée. Voilà, vous l'avez. Et donc j'ai créé après, des vidéos assez vite. Donc à la fois quand j'étais chez Mademoiselle, mais surtout au moment où j'étais en indépendant et très vite j'ai été contacté par des théâtres, à commencer par le Théâtre des Célestins à Lyon qui m'a demandé de faire un petit décryptage de sa saison et qui m'a dit, «Combien tu prendrais, enfin, tu peux nous faire un devis?» Et là, j'ai vraiment eu des points d'interrogation à la place des yeux en me disant, je sais pas, 12 balles un croissant, je sais pas quoi, je savais pas combien demander, j'avais aucune idée des prix et en fait, j'ai tâtonné pendant longtemps et je pense que longtemps je me suis sous-vendu, ce qui est un truc assez commun dans ce métier qui est encore relativement peu cadré parce qu'on a en tête les Léna Situation, les Squeezie qui prennent des tonnes et des tonnes de fric sur des créations vidéo, mais parce qu'ils ont des grosses communautés, et cetera. Mais sur la niche influence culturelle et encore plus sur la micro-niche théâtre, il y avait personne à qui je pouvais demander combien tu chiffres. Donc j'ai dû demander à des gens, qui faisaient, le job, typiquement Hugo Spini, que j'ai invité dans mon podcast qui s'appelle Wherever Hugo et qui parle plutôt des musées. Je lui ai demandé: «Voilà, est-ce que tu penses que ça, c'est correct en m'adressant à telle institution?» Et souvent, en fait, quand on demande un avis extérieur, les gens vous proposent de monter les prix. Et voilà, en fait, ça s'est fait un peu de manière accidentelle et puis, les collaborations ont continué donc très vite, j'ai été contacté par le Festival d'Avignon, auquel j'avais jamais été, même quand quand je vivais à Lyon, quand je vivais en Normandie, évidemment, c'était hors de question, mais c'était toujours un truc où je me suis dit: «En fait, j'ai pas l'argent, d'aller là-bas, j'ai pas le cadre, j'ai pas un média qui me permet de financer tout ça». Et en fait, doucement, je suis rentré dans le circuit, à la fois du journalisme culturel et de l'influence culturelle avec une limite déontologique très claire. C'est que quand je suis payé par un théâtre pour parler d'un spectacle, je ne donne pas mon avis. Je ne donne jamais mon avis n'est pas à vendre. Donc ça donne des vidéos que j'appelle plutôt des focus, où je vais, voilà, identifier ce qui pourrait être intéressant dans un spectacle avec un angle fort, ce qui m'empêche pas du coup, évidemment, de faire de l'analyse, de faire des blagues et de dire des choses que je pense. Mais j'ai pas envie de mentir dans mes vidéos et puis j'ai pas envie de vendre des spectacles auxquels j'irai pas moi-même. Donc voilà à peu près les limites dans lesquelles je travaille et je peux vous proposer de voir, une petite vidéo, que j'ai réalisée pour, le théâtre de Belleville, qui avait un spectacle sur le masculinisme qui s'appelle Backlash. Voilà. Comment ça se fait qu'en public, quand un homme se met à frapper une femme, ça déclenche une réaction immédiate de la part des hommes comme des femmes qui lui viennent en aide? Mais quand c'est une femme qui frappe un homme, les gens observent et rigolent. Gynocentrisme. Des mecs qui consomment ce genre de contenu complètement fumeux, il y en a à l'appel. Il y en a même qui sont pères de famille, il y en a même qui sont super sympathiques, et c'est d'ailleurs ce profil que Penelope Skinner retient pour son livre Backlash. Pour raconter l'essor du masculinisme, Penelope Skinner, elle choisit donc Danny, qui est un Américain de la classe moyenne, qui déteste son job et qui a perdu la garde de son fils au moment de son divorce. Sauf que Danny va passer de plus en plus de temps sur son téléphone, et j'adorerais vous dire que c'est parce qu'il est accro à Candy Crush, mais... Non, Danny, il suit Angry Alan qui crée du contenu, comme moi, sauf que lui c'est complotiste, et moi pas, et puis Angry Alan ça lui rapporte max de thunes, et moi... Le Angry Alan dont je vous ai parlé, il expose toute une théorie basée sur rien, qui stipule que les hommes font aujourd'hui l'objet d'une discrimination systémique, le gynocentrisme. Alors pour lui, le féminisme a été trop loin, il a poussé les hommes à avoir honte d'eux-mêmes, pour lui, ils sont accusés de tous les maux dans la société, et le mouvement MeToo a injustement détruit des carrières. Pour lui, il faut revendiquer le fait d'être un homme, et si ça doit passer par la violence, qu'il en soit ainsi. Moi je suis Mathis Grosso, je passe ma vie au théâtre et je vous raconte sur les réseaux sociaux et dans un podcast qui s'appelle Dramatis. Parce que oui, l'histoire que je vous raconte, Backlash, c'est une pièce de théâtre. En fait, elle est mise en scène par Guillaume Doucet qui va complètement souligner la transe dans laquelle le personnage rentre. Parce que quand il regarde les vidéos de Angry Alan, ça lui fait à peu près le même effet que moi quand je vois des lives de FK et Twigs. Parce que cette personne est une divinité, c'est pas possible autrement. Donc Penelope Skinner, elle passe au peigne fin cette rhétorique anti-femme et elle arrive à tenir un pari absolument dingue, écrire du point de vue de ce personnage masculin et pourtant réussir à nous montrer en creux toutes les personnes qui sont victimes de la violence qu'en fait il inflige à son entourage. Oui, parce que lire des trucs anti-MeToo toute la journée, ça vous fait sauter quelques nerfs et puis potentiellement quelques neurones aussi. Mange du goudron, putain! Backlash, c'est une conception de Bérangère Nota et de Guillaume Doucet. Le spectacle est une coproduction du théâtre de Belleville, même s'il tourne en dehors de l'Est parisien. Et si vous voulez parler des masculinistes, des incels et de tous les mecs qui savent pas s'habiller globalement, on en parle dans les commentaires. Et en attendant, allez au théâtre et dramatiser parce que la vie sans drama, c'est comme un mec en pantalon, c'est gentil, mais bon, qu'est-ce que c'est chiant. Voilà. Du coup, c'est une vidéo qui date déjà un petit peu, d'il y a quelques mois
Et je l'ai choisi non pas parce que j'en suis incroyablement fier. En vérité, je vois plein de trucs à redire sur la vidéo et ça a été un tournage un peu compliqué parce que, c'était l'époque où, avant de faire valider un script au théâtre, en fait, je leur faisais valider une idée, puis j'envoyais des versions de la vidéo et en fait, les gens veulent modifier des trucs que vous dites dans la vidéo, donc il faut retourner des trucs et en même temps, j'étais en voyage, donc j'ai dû, tricher en tournant à des endroits qui sont pas du tout les mêmes, essayer d'avoir une acoustique similaire, tout ça en ayant des images qui passent derrière avec les trucs découpés au couteau globalement sur ce fond de flamme mascu dégueu là. Mais en fait, là où je l'ai choisi, c'est que je trouve intéressant le résultat qu'elle a obtenu et qui pour moi est révélateur des logiques qu'il y a sur les différentes plateformes. Donc aujourd'hui, je crée du contenu en podcast, je vous l'ai dit, avec Dramatis, mais des contenus plus courts, donc sur Instagram et sur TikTok. Sur Instagram, en général, je cross-post avec le théâtre, ce qui est le cas de la plupart avec lesquels j'ai travaillé. Et sur TikTok, on peut pas, mais j'identifie tout le monde. Et en fait, sur TikTok, cette vidéo, elle s'est vraiment envolée, beaucoup plus que ce que ça fait d'habitude en contenu rémunéré, puisqu'en fait, je suis obligé légalement d'indiquer partenariat rémunéré sous ma vidéo. Et ça, les algorithmes le détectent et plombent un minimum les vidéos en général. Mais en fait, ce qui a fonctionné, c'est que j'ai fait cette intro qui est totalement putaclic, hein, c'est vraiment revendiqué, où je reprends en fait tout simplement des discours du personnage. Qui est donc cette espèce de masculiniste débile qui sort des trucs absurdes. Et je me suis dit, en commençant avec ça, je sais que je vais énerver des gens, mais tristement, les émotions négatives, bah, créent de l'engagement sur les réseaux sociaux et ça me rend triste, hein, vraiment, mais j'aurais toujours beaucoup plus d'écoute si je disais, «Je viens de voir une pièce horrible», parce que tout le monde veut savoir pourquoi c'était horrible, que si je dis: «J'ai vu une pièce géniale», parce qu'en fait, des trucs géniaux, la pub passe son temps à répéter des trucs géniaux et cetera, donc on est un peu, hermétique à tout ça. Donc il faut trouver des petits moyens de contourner, où en fait, là, je ne vais pas dire que la pièce est nulle, puisque évidemment, c'est pas le sujet, et puis je suis payé pour dire qu'il faut y aller, donc c'est quand même malvenu. Mais par contre, je fais un petit pas de côté où je reprends cette rhétorique et puis après j'essaie de la déconstruire tout en donnant à voir un petit peu, le spectacle et évidemment, du coup, ça s'est enflammé dans les commentaires entre les gens qui disent: «Mais en fait, la phrase que tu dis au début, elle est totalement vraie» et cetera. Donc j'arrive dans les commentaires avec des petites références de sociaux à droite à gauche en me disant: «Bonjour, les hommes ne sont pas victimes de violences systémiques dans la société et si les gens ne réagissent pas quand un homme se fait agresser dans la rue, ils ne réagissent pas non plus pour les femmes, c'est pas vrai». Enfin bref, des trucs qui semblent un peu basiques comme ça, mais en fait, quand vous arrivez sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, vous vous retrouvez confronté en fait à des gens que vous croiseriez pas dans votre vie normale. Et du coup, c'est un truc sur lequel je voulais parler très vite aussi. Je poste et sur TikTok et sur Instagram et souvent une vidéo qui marche sur Instagram ne marche pas sur TikTok et vice versa parce que les logiques sont pas du tout les mêmes. Instagram fonctionne sur le partage. Il y a un truc très humain en fait là-dedans. C'est-à-dire que ma vidéo fonctionne si, les gens décident de la republier en story. Donc ce qui marcherait, ce serait de prendre des choses assez politiques, par exemple, des choses sur lesquelles j'ai fait plus d'engagement. C'est là où les gens m'ont suivi. Par exemple, mon épisode «Comment la droite détruit le théâtre public» a vachement été repartagé par rapport à d'autres que j'ai pu faire. Et puis, bah, les cross-posts, c'est-à-dire le fait de publier à plusieurs une vidéo, ça fonctionne très bien. Et côté TikTok, chaque vidéo est un plébiscite. Donc j'ai beau avoir aujourd'hui, la barre des 10 000 abonnés, que je suis très content d'avoir dépassé, ça ne me garantit pas en fait de chiffres. Dans le sens où TikTok, chaque nouvelle vidéo, il les propose à la fois quelques personnes qui sont abonnées à votre compte, mais surtout aux gens qui ont eu des comportements, qui «valident» entre guillemets cette vidéo. C'est-à-dire des gens qui ont commenté, qui ont liké la vidéo ou qui l'ont partagée. Et en fait, si les gens n'ont pas d'interaction avec la vidéo et qu'ils ont juste plaisir à la consommer, TikTok la reproposera pas vos contenus, quoi. C'est pour ça que du coup, il faut saisir l'attention tout de suite des gens et avoir des choses potentiellement qui les engagent. Et c'est pas forcément les vidéos les mieux montées, les plus intelligentes, les plus brillantes qui font le plus de chiffres. De même que récemment, j'ai fait une vidéo de 7 minutes non sous-titrée sur une pièce de Romeo Castellucci, qui est quand même pas la personne la plus facile à comprendre en termes de théâtre. Et j'ai pété mes scores parce qu'en fait, ça a mobilisé vachement de gens. Parce que je commence ma vidéo en disant, putain, je pensais pas voir Isabelle Huppert se faire huer un jour, mais here we are. Et je détaille dans la vidéo et en fait, les gens veulent savoir ce qui s'est passé et tout le monde a un avis sur Isabelle Huppert. Même les gens qui n'ont pas vu le spectacle ont un avis sur le spectacle et du coup, bah, moi, je réponds à tout le monde, notamment aux gens qui ne me veulent pas du bien. Et je voulais terminer justement sur ça, sur peut-être les défauts de cette activité. L'activité de créateur de contenu, je la découvre encore aujourd'hui. Je continue à m'amuser, à explorer des choses et c'est vraiment un truc que j'ai plaisir à faire. Après, j'ai plaisir à le faire aussi parce que je peux faire d'autres choses. Enfin, c'est-à-dire qu'elle permet de financer ce que je fais sur mon podcast qui, du coup, est un travail de recherche un peu plus exigeant, un peu plus long et beaucoup moins rémunérateur et un travail de journaliste. Donc ça, c'est quand j'arrive à travailler avec des rédacs parce que du coup, pareil, à chaque fois, on se remet en jeu, auprès des rédactions qui acceptent ou pas de travailler avec vous. Donc je travaille quand même régulièrement avec un média théâtre pour lequel je fais des critiques qui s'appelle L'Œil d'Olivier, mais jamais sur les spectacles évidemment sur lesquels je travaille en tant que créateur de contenu. Vous voyez un petit peu, c'est compliqué à organiser tout ça.
Et puis, je fais du montage aussi en podcast pour manger, principalement. Voilà. Mais du coup, les limites de l'activité de créateur de contenu, c'est qu'aujourd'hui, elle est assez peu encadrée, à la fois légalement, mais aussi dans un sens qui serait un peu plus bienveillant que ça. C'est-à-dire qu'au-delà de la répression, tout ça, on n'a pas de personne qui vient nous dire: «Bah, ça y est, en fait, il est 18 h, faut arrêter, lâche ton téléphone, arrête de regarder tes chiffres». Et moi, je sais que, enfin, ma meilleure amie s'est lancée dans la création de contenu un petit peu après moi et a beaucoup plus buzzé que moi parce que, un, elle est excellente, et deux, elle est sur un milieu beaucoup moins niche, elle est sur le rap et le R&B. Elle s'appelle Camille Emily, pour celles et ceux que ça intéresse. Et Camille et moi, très souvent, on s'échange nos téléphones et on va dans nos commentaires filtrés sur TikTok, parce qu'on met des filtres pour pas recevoir des insultes. Et en fait, on trie mutuellement, parce que les filtres, du coup, font un peu n'importe quoi, et il y a beaucoup de commentaires qui sont sympas. C'est juste que les gens font soit ils disent putain, ou soit, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs que l'appli détecte comme offensants et qui le sont pas forcément, et des trucs au contraire que l'appli ne détecte pas comme offensants et qui le sont. Et j'ai la chance d'être un homme sur les réseaux sociaux, donc ça va. Et je suis pas trop identifié, enfin, je pense que je suis identifié comme queer, mais dans le milieu du théâtre où c'est relativement OK, on va dire. Et elle, pour le coup, meuf dans le rap, je peux vous dire que les commentaires qu'elle reçoit, je les souhaite vraiment à personne. Et bah, du coup, voilà, on se retrouve à faire du tri et à apprendre des choses intéressantes là-dessus. Donc voilà, en gros, les limites de tout ça, c'est des questions de déontologie. Il faut poser des limites très claires, des questions de, bah, aussi des données, parce qu'en fait, vous publiez vachement de vous-même. Donc, quelles limites vous mettez par rapport à votre vie privée, parce qu'on se met en scène constamment. Et puis, bah voilà, les chiffres qui prennent une place folle. Enfin, il y a des. Moi, j'ai un peu fait la paix avec ça, mais il y a un temps où je regardais toutes les heures. Ah, mais ma vidéo, elle part pas. Putain, ça fait chier. J'ai passé vachement de temps dessus, etc. Faut faire la paix avec ça, tristement. Mais voilà, en gros, à quoi ça ressemble mon quotidien et mon activité. Voilà. Merci Mathis. Virginie Paillet, vous êtes directrice de la communication du Théâtre Nouvelle Génération à Lyon depuis 2021. Donc c'est un théâtre qui s'adresse à un public jeune. Et donc vous me disiez que vous avez beaucoup plaidé dans le théâtre pour développer une stratégie poussée sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous appuyez cette stratégie et puis comment surtout vous plaidez en interne, comment ça se passe avec votre direction et puis comment vous sensibilisez les salariés là-dessus? Alors bonjour tout le monde. Donc je fais partie du service communication du Théâtre Nouvelle Génération, qui est un théâtre à Lyon, qui est tourné vers les écritures contemporaines et les nouvelles technologies. C'est important parce que notre public chez nous a moins de 25 ans. Donc on est sur un public très jeune, ce qui est assez atypique à Lyon, puisqu'on sait que le théâtre attire plutôt un public plus âgé, qui a les moyens aussi financiers de sortir et d'aller au théâtre. Moi, je suis arrivée en 2021 et on a rejoint le programme Kiblos des Influencennes dès 2022. Je parle de ce programme parce qu'on a fait le constat quand je suis arrivée au Théâtre Nouvelle Génération qu'il n'y avait pas de créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, on suivait Mélanie et Kiblos via sa newsletter, et quand ils ont lancé le programme L'Influencelle, on s'est dit bah, c'est une super idée, allons-y. Puisqu'il n'y a personne à Lyon ou dans la région qui crée du contenu, on va former des jeunes pour qu'ils puissent venir découvrir nos spectacles et puis en parler s'ils le souhaitent. Donc, on a suivi cette formation. On a fait un premier recrutement en septembre et c'était pas le bon timing parce que les gens en septembre sont dans leur rentrée, que le programme était assez ambitieux en fait avec des rendez-vous hebdo, voilà, des contenus à réaliser, ce qui est super parce que ça pousse à apprendre. Mais c'était un petit peu trop en septembre et on a relancé le recrutement en janvier. Et là, on a réussi à recruter 3 personnes, 3 jeunes femmes qui ont suivi la formation et qui ont effectivement créé du contenu sur les spectacles qu'elles venaient voir, sans obligation aucune, parce que l'idée c'était qu'elles apprennent et qu'elles en parlent si elles en avaient envie. Ces jeunes femmes n'étaient pas rémunérées par nous, je le dis. Nous, on passait par Kiblos en payant cette formation en fait d'accompagnement, ce qui nous a formés nous aussi au service com sur des nouvelles pratiques. Ça nous a donné des idées de création de contenu et ça, je remercie l'équipe de Kiblos parce que ça nous a aussi bien motivés. On est un petit service parce qu'on est 2 permanentes avec une stagiaire qui nous rejoint sur les 6 mois et du coup, il faut trouver le temps aussi de produire ce contenu réseaux sociaux.
Mais depuis que je suis arrivée, on estime dans le service que notre travail habituel sur le print, la promotion des spectacles, c'est la base, et on s'amuse sur les réseaux sociaux, et c'est devenu notre priorité de créer du contenu, d'accompagner aussi les compagnies à créer du contenu vidéo, parce que quand je suis arrivée en 2021, on avait très peu de vidéos en fait de spectacles. Nous, on a beaucoup de spectacles en création. Donc, ça veut dire que les metteurs en scène nous fournissent un dossier d'intention, et souvent le spectacle se construit au fil de l'année. Donc, il faut qu'on les accompagne au mieux pour montrer au public ce que deviendra le spectacle sans forcément avoir d'image de spectacle. Donc, parfois, c'est un exercice pas facile, quoi. Euh, et du coup, après, pendant cette formation, il se trouve qu'on a identifié à Lyon une comédienne qui est prof de théâtre et qui a commencé à créer des contenus sur les réseaux sociaux, sur les spectacles qu'elle venait voir à Lyon, et on lui a proposé de venir voir nos spectacles, et elle en a parlé après sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Marie, son compte c'est le Théâtre avec Marie. On peut peut-être voir ce qu'on a fait avec elle. C'est elle qui nous a proposé en fait d'assister à une répétition, une générale, et puis de parler du spectacle Les Voltigeurs de J, adapté d'Ursula K. Le Guin. Ok, je suis trop contente. Aujourd'hui, je t'amène au TNG, au Théâtre Nouvelle Génération, et je vais infiltrer les répétitions d'une pièce de théâtre. J'avais rendez-vous à 16h et j'étais super excitée par ce projet. En arrivant au théâtre, je suis tout de suite tombée sur l'affiche du spectacle, donc Les Voltigeurs de J. Je suis aussi tombée sur un des costumes, comme tu peux le constater. Arrivée dans le théâtre, c'était très très silencieux. À ce moment-là, l'équipe était vraiment chacun dans leur bulle. Donc les régisseurs travaillaient de leur côté et les comédiens du leur. Et moi, j'étais dans mon coin, je me faisais toute petite pour pas les déranger. Puis tout doucement, ils ont commencé à se rejoindre et voilà, à communiquer ensemble. Puisque du coup c'était l'heure de leur filage. Donc là tu peux voir un des 3 comédiens qui se questionnait sur un moment précis de la pièce. Il avait pas vraiment le mouvement en tête et il voulait répéter. Puisque tu verras ensuite qu'il y a donc des chorégraphies dans le spectacle. Et enfin le filage a commencé. Donc là il y a un petit test micro. Et c'est parti! Le spectacle est hyper intéressant visuellement parlant. Il y a beaucoup de couleurs et des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir au théâtre, comme du fluo. Les costumes sont assez impressionnants. Là, c'était le moment que le comédien avait répété juste avant. Au niveau du son aussi, on est complètement ailleurs. Il y a de la voix off, il y a des bruits, il y a de la musique. On est vraiment dans un univers totalement loufoque et ça m'a fait penser à Avatar. Là, c'était le seul moment que j'avais pas le droit de filmer parce que c'est une surprise pour le public. Donc, je te montre ma réaction, mais tu verras rien d'autre. Et voilà, le filage est terminé. Je sors de la salle. Le spectacle se joue donc le 7 octobre à 11h et à 17h. Tu sors sur la rue Mercière, donc parfait pour te faire un petit resto après. L'ambiance de cette rue est juste dingue. Et moi, j'ai filé à ma session puisque le jeudi soir, c'est session. Si t'as des questions concernant le spectacle, n'hésite pas et vas-y, c'est trop bien. Et moi, j'ai hâte d'y retourner. Alors là, c'est un exemple. Marie, elle se dit pas influenceuse ou créatrice de contenu, elle est prof. Et en fait, le fait de parler de spectacles qu'elle va voir au théâtre, ça lui permet de recruter ses élèves en fait qui viennent prendre des cours. Et c'est rigolo parce que du coup, nous, on a infiltré aussi ces cours de théâtre. Et on s'est rendu compte que la majorité des gens qui viennent prendre un cours de théâtre, parfois ne sont jamais venus au théâtre. Du coup, on les a invités à venir voir des spectacles. Donc ça, c'est une vidéo qu'on a publiée en collaboration avec elle parce elle nous l'a envoyée avant de la publier parce que c'est toujours, elle préfère faire ça. Nous, on se permet pas de modifier les choses parce que là, du coup, c'est son avis, c'est sa patte, et c'est super spontané et c'est très bien comme ça. Et elle a fait 5200 vues cette vidéo, qu'on a publié en collaboration, ce qui est beaucoup pour nous parce qu'une vidéo habituellement chez nous, elle fait 300, 500 vues. Du coup, voilà. Donc c'est chouette pour nous parce que ça permet d'élargir notre public et de toucher des gens qui viennent pas au théâtre habituellement. Ça me fait rebondir sur notre stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Je pense alors dans le spectacle vivant, aujourd'hui, on a, Mélanie le disait très bien, c'est le service com qui s'occupe des réseaux sociaux. Et on travaille bien sûr en collaboration, en lien avec la direction qui valide les projets qu'on fait. Et souvent, on se heurte à des directions qui n'ont pas les réseaux sociaux et qui ont une image qui n'est pas la réalité, en fait. Souvent une image diabolisée.
Alors, même si chez nous, donc notre direction n'a pas les réseaux sociaux, mais on a beaucoup de spectacles qui parlent des réseaux sociaux parce qu'on s'adresse beaucoup aux ados et on aborde les thèmes de harcèlement, de dépendance aux réseaux sociaux dans nos spectacles pour les ados. Euh, donc tout ça pour vous dire que le service com, enfin nous, on se sent assez libre en fait de produire du contenu sur les réseaux. On fait pas tout valider à la direction et on a lancé le compte TikTok la semaine dernière pour tester justement des formats sur TikTok. Voilà. Et on va tâtonner en produisant du contenu. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé notre ton. On est encore très enfermé dans un ton très institutionnel, où on a une base de communication qui doit rester le teaser du spectacle, les infos pratiques, etc. Et il faut qu'on arrive à trouver, c'est un peu Jekyll and Hyde, un ton plus spontané, plus décomplexé pour parler des spectacles de façon plus simple, en fait, pour pas effrayer les gens, parce que le théâtre, je pense, effraie encore beaucoup les gens. Euh, et être plus accessible, en fait, avec un ton un peu plus spontané. Mais Voilà. Donc, surtout que l'utilisation de trend aussi permet ça. Enfin, demander à l'équipe aussi d'incarner et de mettre des visages à l'écran, ça permet ça aussi. Enfin, il faut. Et souvent, les équipes sont pas prêtes à se montrer. Il y a un truc, c'est pas facile de se voir en vidéo et encore moins d'être vu par les autres. puis vous me disiez que c'était parfois les vidéos les moins travaillées qui faisaient le plus de vues. Ben ouais, comme Mathis, en fait, souvent on passe des semaines à réaliser des super images avec des effets, un montage parfait qu'on fait valider à la terre entière. Bon, bah là, ça fait 300 vues. Et puis, on fait quelque chose de plus spontané, un truc tout simple, une visite du théâtre, l'iPhone à la main. Et bah là, on fait 2000 vues, quoi. Donc il faut parfois pas trop se prendre la tête non plus. Euh, Par contre, nous, ce sur quoi on est très vigilant, c'est sur le contenu qu'on diffuse. Euh, on se sent responsable d'un contenu de qualité. Voilà. Et je voulais aussi parler de la question budgétaire, si ça intéresse un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas de budget dédié. Nous, quand je suis arrivée, en tout cas au service com, il n'y avait pas de budget dédié aux réseaux sociaux, parce que pas de community manager, parce que tout le budget digital était passé sur le site internet. Et du coup, d'une année sur l'autre, j'arrive à dégager du budget pour faire de la sponsor sur quelques publications. Et puis, j'aimerais pouvoir rémunérer, en fait. L'idée, c'est de rémunérer les créateuristes de contenu dans un court terme. Parce que c'est du travail, parce que c'est reconnaître que ce travail a une valeur, et c'est important de le faire. Voilà. Oui, peut-être que Maëlys, vous pouvez compléter en nous précisant aussi vos tarifs. Ah, mes tarifs, ils dépendent un tout petit peu, ils varient pas mal. Pour une vidéo, aujourd'hui, je suis à minimum 300. C'est des vidéos de à peu près 2 minutes, mais c'est des vidéos extrêmement montées et souvent, je propose plusieurs versions et surtout, enfin, après, je fais moi-même les miniatures, je fais potentiellement la musique derrière. Donc il y a ça à valoriser, mais ça peut monter jusqu'à 700, 800 si c'est des institutions qui ont plus d'argent. Parce qu'il faut aussi garder en tête que du coup, quand on fait ça, c'est en tant que freelance, donc je me fais taxer à 22 là-dessus et je me fais retaxer derrière après quand je fais mes déclarations d'impôts. Donc en fait, je gagne pas 300 si je me fais payer 300. Je gagne quelque chose plus proche de 200, 220 quoi, enfin voilà. Et sachant qu'en plus, quand on collabore souvent avec une salle, ça peut durer sur des semaines. Enfin, j'ai des semaines d'échanges de mails et cetera. Maintenant, je suis un peu mieux, enfin, j'ai un process qui est un peu plus rodé, donc du coup, ça me permet de mieux travailler plus intelligemment, où je fais valider voilà, une version du script. Une fois que le script est validé, je tourne une version de la vidéo, je leur envoie un peu brut comme ça. Et puis après, je vais faire l'étalonnage, toutes les incrustations et les sous-titrages. Et sur ces trucs-là, il y a toujours des allers-retours, mais je pars du principe qu'une fois qu'une étape est validée, on ne revient pas en arrière, sinon en fait, on ne s'en sort pas, quoi. C'est pas possible. Voilà, mais ça, je parle d'expérience, parce que du coup, des fois, ça ne marche pas. Et Merci à tous les trois pour ces témoignages complémentaires. Alors, il nous reste encore un peu de temps pour des questions de la salle.
Oui. Alors, bon, si on n'a pas encore, moi j'avais envie de vous poser une question, c'est comment est-ce que vous analysez le désamour entre théâtre et réseaux sociaux? C'est pas un Mathis, vous avez... désamour. Oui, pardon, Virginie. Moi, je pense qu'il y a un vrai désamour pour le coup. En fait, j'ai fait un épisode récemment de mon podcast, je suis toujours en autopromo, je suis désolé, qui s'appelle Réseaux sociaux et théâtreux, le grand désamour. Euh, je vous jure que je l'invente pas tout de suite, c'est vraiment le nom de l'épisode. Et j'ai interrogé des gens qui créent du contenu sur le théâtre. Donc, on entend Noah Amar du podcast Viens voir les comédiens, on entend 3615 Reco, on entend Alexandre Quentin qui travaille à la com du Festival d'Avignon. On entend aussi une comédienne qui s'appelle Charlotte Issali, qui travaille chez Mademoiselle comme moi et qui en fait a une grosse communauté, a genre 60 000 abonnés sur Insta. Et elle me disait qu'à chaque fois qu'elle parlait de théâtre, elle perdait énormément d'abonnés. Et du coup, bah, en fait, on parle ensemble de ce qui fait que ça ne marche pas. Pourquoi, en fait, on n'arrive pas à vraiment fédérer les gens autour de ça. Enfin, je dis ça tout en sachant très bien que du coup, moi, j'ai des vidéos où je fais 500 000 vues. Enfin, sur TikTok, ça m'est arrivé. Et c'est du théâtre et c'est des pièces qui parfois sont niches, etc. Mais les gens ont un avis, ils ont une curiosité, etc. Et je suis assez persuadé que, à force de travailler les gens, on peut y arriver. Donc, je suis semi-fataliste. Par contre, moi, ce que je vois aussi, c'est que je travaille parfois sur des vidéos et que, genre, les compagnies repartagent pas parce qu'ils comprennent pas comment faire, machin et tout. Et même des gens qui ont la petite trentaine, des fois, où je me dis, mais comment c'est possible qu'ils soient aussi largués? Et il y a aussi un truc où je trouve que les théâtreux sont socialisés dans un monde de théâtre, où dès le lycée, en fait, ils partent dans des écoles de théâtre, dans des conservatoires, dans des trucs qui, en fait, sont très alternatifs en termes de mode de vie, en termes de réalité sociale. Et pour un peu que ce soit des gens qui viennent de classes privilégiées, c'est des gens qui, en plus, n'ont pas besoin de faire de petits jobs à côté, donc ils ne sont pas ramenés à une autre réalité. Et pour moi, ça se ressent jusque sur les réseaux sociaux. On se retrouve avec des gens qui n'ont pas le même rapport au temps, pas le même rapport au langage, qui ne comprennent pas les derniers mots en tendance ou quoi, parce qu'en fait, c'est des mots qui viennent plutôt d'argot, plutôt de langage plus familier ou plutôt du rap aujourd'hui. Et je trouve que ça se ressent aussi dans les créations, évidemment, mais ce serait un autre sujet. Mais voilà, dans mon épisode réseaux sociaux et théâtre Grand Désamour, j'ai essayé de comprendre un peu ce truc-là. Et il y a, voilà, le rapport au temps revient beaucoup, où les théâtreux sont dans un temps plus long. Quand ils sont en répète, ils n'ont pas envie de documenter. Mais il y a un truc quand même où, ouais, je me dis merde. Enfin, les amis, c'est un espace de création comme un autre avec ses propres contraintes et il faut juste les prendre pour ce qu'elles sont. Et je pense je pense qu'il faut le dire, il y a une part de snobisme aussi pour ça. Il y a un truc un peu de c'est sale, les réseaux sociaux. Tout de suite, on a l'impression on se prend en selfie avec un milkshake à la main devant un fleuriste et ça s'arrête là. Alors qu'en vrai, on peut créer tellement plus de choses. Et moi, je suis des gens sur les réseaux sociaux qui tous les jours me permettent d'apprendre des choses, me politiser et qui parfois font un meilleur travail que certains journalistes parce que paradoxalement, en étant interdépendant de plein de gens, puisque du coup on est rémunéré par plein de trucs, on est parfois moins dépendant que certaines rédactions vis-à-vis de leurs actionnaires. Donc voilà, ça pose plein de questions et c'est un gros débat. Mais je trouve que là, à date, on n'a pas encore trouvé un moyen de vraiment faire une vraie rencontre entre les deux, quoi. Virginie, enfin, voilà, je suis un peu dur, mais... Ouais. Ouais, Je suis d'accord avec toi, Mathis, mais j'ajouterais aussi qu'il y a une certaine peur, une peur de dévoiler son travail, une peur parce que les créations, elles évoluent tellement. Là, je prends un cas très pratique, on prépare la saison prochaine, il y a des spectacles qui nous ont pas fourni de vidéos pour la conférence de presse, donc on envoie des exemples en fait de ce qui peut être fait très simplement, et on leur dit mais intégrez bien cet aspect vidéo et réseaux sociaux dans votre création en fait, votre teaser. Il fait partie de la création artistique. Prenez-le comme un jeu. On ne vous demande pas de montrer ce qui va se passer réellement au plateau, mais faites en sorte que le public puisse se projeter dans votre univers. Mais ils ont un truc de vouloir montrer la réalité de ce que ça sera au final et de ne pas vouloir déflorer le spectacle. Mais en 1 à 2 minutes, on ne déflore pas un spectacle. Mais c'est des codes qui vont finir par être intégrés par les metteurs en scène et compagnie, mais qui ne le sont pas encore. Mélanie, Mais il y a vous une voulez... grande peur de montrer un travail qui n'est pas fini aussi. Mélanie, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, je voulais justement effectivement ajouter là ce que Virginie disait, puisque nous, à Kiblos, on est aussi un bureau de production, donc c'est-à-dire qu'on accompagne une dizaine de compagnies artistiques dans leur développement, dans la diffusion, production, etc. Donc on a aussi cette vision directe des artistes et leur rapport avec la communication, puisque voilà, ceux qui ont l'aspect dans leur pack, la communication, c'est avec moi.
Et oui, cette peur effectivement de dévoiler le travail trop tôt. Oui, mais tu comprends, c'est pas encore ce que je veux que ça donne et nanana. Et puis dans ce truc de désamour théâtre et réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a deux choses. Mathis disait, enfin deux points de vue, c'est-à-dire que du point de vue des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont pas forcément passionnées de théâtre, voilà, on entend dès qu'il y a une vidéo qui parle de théâtre, bah pouf. Dans le dispositif Influence Scène, la première année, on avait eu pareil comme ça, deux créatrices de contenu qui avaient un même compte sur la ville de Niort, c'était justement. Et dès qu'elle parlait de promouvoir un restaurant, une petite boutique de créatrices et tout, c'était une dizaine de milliers de vues, hein, franchement, elle cartonnait. Et quand elle parlait du théâtre, pouf, divisé par 5, 10, quoi. Enfin, c'était vraiment, vraiment drastique, la chute. Donc, il y a un désamour de ce côté-là. Et après, le désamour du point de vue des personnes qui sont effectivement dans le milieu du spectacle vivant par rapport aux réseaux sociaux, mais pas que, en fait. C'est, comme disait Mathis, le côté mode de vie alternatif. J'ai pensé directement à ce mot-là. Il y a vraiment ça qui est très présent. Et moi, la grande majorité des compagnies, des artistes avec qui je travaille, c'est oulala, Google, le groupe Meta, au secours, quoi. Alors TikTok, mais n'en parlons même pas, parce que là, c'est chinois, donc il y a un très fort engagement, en fait, social, politique, et beaucoup de résistance, et qui peut être compréhensible, hein. On ne peut pas leur jeter la pierre à dire, bah, hey, tu résistes, bah, ils ont aussi leur légitimité à parler de ça. Alors, est-ce qu'il y a des Ma questions théorie, c'est qu'il faut les piéger, pour moi. Pardon. Mais ouais, parce que moi, je fais des intros où je dis jamais explicitement que je parle de théâtre dans les premières phrases. Par exemple, je vous spoil une de mes prochaines vidéos qui va sortir où je parle d'Iphigénie, qui est vraiment la tragédie antique. Et moi, je trouve ça chiant du cul, les tragédies antiques, pour être tout à fait honnête. J'y comprends jamais rien. Et là, pour le coup, la mise en scène a l'air vraiment intéressante. Et je dis pas ça parce que j'ai été payé. Mais voilà, elle éclaire vraiment les choses. Et je commence en disant c'est le pire grec de France et il est dans la sauce en ce moment. Il s'appelle Agamemnon et en fait, il a menacé de vendre sa fille. Et voilà, en fait, je raconte après l'histoire. Mais le but, c'est de choper les gens dans les premières secondes. Et je leur dis, si vous êtes fait avoir, à pas capter que c'était du théâtre, vous êtes obligé de commenter. C'est la règle, c'est comme ça. Et je me dis, sur un malentendu, des fois, par l'incarnation, par le fait de faire rire quelqu'un, ou de l'énerver, ou de provoquer une émotion, en fait, on peut réussir à peut-être attirer quelqu'un. C'est aussi le but de faire ça en création de contenu plutôt qu'en journalisme, parce que, et après j'arrête, je suis très bavard, je suis désolé, mais dans la critique, en fait, il y a une vraie crise aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup qui s'en émeuvent pas, parce que je pense qu'ils se rendent pas compte de l'enjeu, mais qui lit des critiques aujourd'hui? Pas tant de gens. Donc, on a tout un pari à faire en termes d'incarnation pour que les gens créent du parasocial, créent une relation avec nous et l'impression de nous connaître, de pouvoir nous suivre, de nous faire confiance. Et donc, on se met relativement en scène par rapport à ça en tant que créatrice de contenu, pour derrière pouvoir avoir des trucs plus intellectuels, pouvoir aller creuser des réflexions et proposer des pièces, etc. Mais les gens, ils viennent pas de but en blanc maintenant. Il n'y a plus ce truc de pouvoir d'un média qui serait capable de dire faut aller voir ça et les gens ils suivent. Les gens ils ont des esprits critiques, notamment parce qu'ils ont des réseaux sociaux et qu'ils sont capables de se faire leurs propres avis, quoi. Et j'arrête là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? On n'a plus Ouais, beaucoup. moi j'ai une petite question pour Mathis. J'en profite. S'il n'y a pas de questions dans la salle, bien sûr. Écoute, On a été interviewé là par une journaliste du Petit Bulletin justement sur les influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis là. Et du coup, elle est journaliste et je lui demandais comment elle envisageait son métier de journaliste sur les nouveaux médias. Et en fait, pour eux, c'est pas du tout un sujet. Et je te repose la question parce que toi, tu as la double casquette. Comment tu arrives à jongler entre les deux casquettes et comment tu vois l'évolution des médias classiques sur les réseaux sociaux? Il y a, c'est à deux vitesses, c'est-à-dire que les médias généralistes ont pris un virage réseaux sociaux et ils sont pour la plupart très bons, et même en télé. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder les petits reels de quotidien qui sont extraits d'une émission de télé où ils n'ont même pas à tourner de contenu natif et ça fait des chiffres phénoménaux. Et pareil, quand j'étais chez Mademoiselle, niveau réseaux sociaux, il y a quand même des chiffres qui fonctionnent bien. Il y a plein de médias qui ont réussi en fait à capter les codes. Côté théâtre, et côté culture en général, Télérama, ils se débrouillent pour faire des vidéos qui sont intéressantes, mais niveau chiffres, on sent que ça décolle pas encore, notamment sur TikTok. Ça viendra peut-être, j'en sais rien.
Il faut savoir aussi que les comptes professionnels sont plombés hein, par l'algorithme TikTok, hein. C'est un truc à garder en tête. Mais moi, du coup, je jongle entre les deux, mais en fait, enfin, je me suis créé avec Dramatis et avec les réseaux sociaux un espace dans lequel, en fait, que personne me laisse. Enfin, genre, aucun média me laisse cette chance parce que les médias aujourd'hui sont dans une telle précarité, pour ceux qui ne sont pas en plus dans une fascisation, que du coup, en fait, cet espace de liberté, concédé à des jeunes journalistes et à des jeunes créateurs, en fait, il n'existe pas. Donc, moi, je me suis créé cet espace-là parce que je crois qu'il y a nulle part où je peux vraiment être aussi radical, aussi, bon, drôle, ça c'est mon avis, sur ce que je fais, que, sur mon propre compte et dans mon propre podcast. Donc j'ai L'Œil d'Olivier pour lequel je fais des critiques régulières et c'est vraiment genre le seul média qui m'a proposé de faire ça. Alors qu'en vrai, ça fait quand même un petit moment que je suis sur le créneau et que je considère que je commence à avoir une expertise, que je sais faire de la vidéo, je sais faire du podcast, je sais faire de l'écrit. Et enfin, j'ai beau écrire à des rédacs, les rédacs sont pas très clientes. Elles laissent un peu la vidéo à des stagiaires, et cetera. Et parce qu'ils sentent qu'il faut, mais c'est en boudant. Et puis c'est très critique vis-à-vis de TikTok, encore une fois. Mais j'ai un peu ce truc de genre, en fait, si on communique que via des canaux qui sont pas complètement pourris, enfin, il y a plein de trucs qu'on arrête dans ce cas-là. Enfin, c'est super chouette les grands principes et je suis le 1er à les défendre, mais le problème, c'est que, enfin, on vit dans une société pourrie, enfin, sur plein de plans, donc malheureusement, on est obligé de composer avec et moi, la création de contenu et donc l'indépendance me permet de faire des choix au cas par cas et ça me rend très libre et ça me donne une sensation d'intégrité que j'aurais pas tellement en bossant dans une rédac qui se finance en faisant des partenariats beaucoup plus véreux que les miens, parce qu'en vérité, c'est pour ça que je me considère pas trop comme influenceur, c'est que je fais ça qu'avec des théâtres, en fait, mes partenariats. Donc en fait, dans le pire des cas, si je vends de la merde, ça veut juste dire que les gens, ils vont voir une pièce pas ouf. Bon, personne n'en meurt. Je suis pas en train de faire des partenariats avec, Total, qui bute des gens et qui perpétue le colonialisme. Enfin, ça va, j'ai ma conscience tranquille, quoi. Donc voilà à peu près comment je jongle. Je sais pas si ça répond à la question. Bon, je suis désolée, va falloir qu'on s'arrête là. Merci beaucoup à tous les trois. C'était hyper chouette d'animer ce débat avec vous trois. Et merci beaucoup Aurélie Doulmé de l'Observatoire des politiques culturelles pour cette animation d'échange. Merci beaucoup à tous les trois. C'est un plaisir de vous avoir en visio. Même, on avait l'impression que vous étiez bien là. Donc, c'était un plaisir. Vraiment, merci beaucoup à tous les quatre. Et puis, on va se quitter là.